Vous écoutez la radio nationale du Mali, les 7h ici à Bamako, la même heure à Fourou dans la région de Sikassou. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Les orientations des élèves admis au DEF 2022 seront publiées le mardi 1er novembre. L'information a été donnée par le ministre de l'Éducation nationale, Sidibé Dedo Ousmane. Vous l'entendrez dans ce journal. Chronique judiciaire, suite et fin de notre série de numéros consacrés aux régimes matrimoniaux. Ce dernier numéro parle de la bigamie perçue comme l'état d'une personne ayant contracté un second mariage sans que le premier ait été dissous. Et en fin de journal, la page sport sera animée par Abdul Karim Kaba. Ces infos concernent 4 disciplines sportives. Le journal, Fousseni Tunkara. Mesdames et messieurs, bonjour à vous, merci et bienvenue dans ce journal. La cérémonie d'ouverture du forum sous-régional de la jeunesse avec comme thème engagement des jeunes comme partenaire stratégique pour la paix et la stabilité politique au Sahel. La cérémonie d'ouverture était présidée par 2 membres du gouvernement. Il s'agit du ministre de la Jeunesse et des Sports et celui en charge de la réconciliation nationale. Gorée Institute, en partenariat avec l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondembey, est à la base de ce rendez-vous des jeunes d'Afrique. Jules Sambou Sissoko. L'implication et la participation accrue des jeunes sont un atout majeur dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix au Sahel, en proie à des défis complexes, notamment l'instabilité sociale et politique. Ce forum sous-régional engage les jeunes du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal et du Mali comme partenaires stratégiques afin d'améliorer leur participation au processus de paix et politique. Kali Silla, directeur de programme du Gorée Institute. Le Gorée Institute, c'est une organisation panafricaine de la société civile qui a pour mission de contribuer à la mise en place de sociétés civiles paisibles, justes et autosuffisantes en Afrique de l'Ouest, de renforcer le dialogue politique pour la résolution pacifique des conflits. Colonel Suleiman Sankari, directeur général de l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondembey. Permettez-moi de saluer ici la collaboration dynamique entre l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondembey de Bamako et Gorée Institute. Partage sur plusieurs points la même vision que notre prestigieuse institution. Et c'est tout cela qui explique notre forum, qui a pour objectif de fournir aux jeunes un cadre de dialogue, de réflexion, d'apprentissage, d'échange d'expériences et de bonnes pratiques. Au Mali, les autorités de la transition accordent une place de choix à la jeunesse pour l'édification d'une nation de paix réconciliée et stable. Colonel-major Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Cette thématique pertinente cadre parfaitement avec nos missions au ministère de la Réconciliation. Nous partons du principe que les conflits et les divergences doivent être réglés par des moyens pacifiques, tels que la médiation et l'inclusivité. Moussa Ag Attaher, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Vous constituez plus de 70% de nos pays, donc des pays du Sahel. À ce titre, vous constituez une force qui doit dépasser les slogans de revendication et vous engager à prendre et à tenir votre destinée entre vos mains. Le forum rassemble 50 jeunes issus des organisations de la société civile, des partis politiques, des organisations internationales et des institutions gouvernementales. Les orientations des élèves admis au DEF 2022 seront publiées le mardi 1er novembre. L'information a été donnée par le ministre de l'Éducation nationale. Sidibé Dedo Ousmane était hier soir l'invité du journal télévisé de 20h de ORTM1. Au micro de Salimata Ndao, elle revient sur les difficultés qui ont retardé la publication de ces orientations. Suivant. Certes, il y a eu du retard dû à certaines difficultés rencontrées. Difficultés qui nous ont amenés à l'appurement du fichier même des établissements. Et je vous assure que les résultats que nous avons obtenus portent sur à peu près 500. Ça, c'est juste un début. Et les investigations sont en cours. Parmi ces 500, il y a 253 établissements qui ne fonctionnent plus, qu'il faut sortir suite à l'appurement. Et plus de 200 établissements secondaires privés qui disposent de faux documents. Donc, l'appurement nous a amené à prendre des dispositions pratiques
pour retirer tous ces établissements et pouvoir redéployer les élèves qui sont dans les établissements qui ne fonctionnent pas du tout. Et il faut aussi signaler que le programme des classes de 10e, il est assez allégé. Il est étalé sur 6 mois. Or, nous avons connu une rentrée scolaire en octobre. Nous nous fixons une rentrée scolaire pour ces secondaires-là. Donc, pour les orientations, nous allons proclamer les résultats le vendredi 1er novembre et pour que les enfants reprennent effectivement les cours. Ce n'est pas un retard qui handicape ces enfants parce que s'ils reprennent le 1er octobre, ils vont jusqu'au mois de mai, ça leur fera 7 mois alors qu'ils ont un programme allégé étalé sur 6 mois. Il faut dire que nous avons entamé dans le but de la moralisation et de la transparence pour ce qui concerne ces orientations parce que ça fait vague, il faut le comprendre, ça concerne bon nombre d'établissements, particulièrement les établissements privés qui sont au nombre de 2420 éligibles aujourd'hui comparativement au secteur public qui ne compte que 111 établissements secondaires, techniques et professionnels. Notre objectif, c'est de faire ces orientations pour le bien-être et la qualité de l'enseignement. C'est le lieu d'ailleurs de remercier les hautes autorités de la transition, particulièrement le président de la transition, chef de l'État, qui en a fait une priorité et a instruit d'ailleurs au ministre des Finances lors de l'Assemblée générale du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale de chercher les ressources nécessaires pour pouvoir réaliser pas moins de 4000 salles de classe. Et dans ces 4000 salles de classe, il y a 200 établissements secondaires, généraux, techniques et professionnels qui sont programmés. Aujourd'hui, les discussions vont bon train et nous avons déjà avancé, d'après les informations que le ministre des Finances et de l'Économie nous a données, avec le partenaire, la BEAD, qui vraiment est très avancé, et d'autres partenaires également, tels que la Banque mondiale, le Qatar, etc., pour que, enfin, l'État ait la même mise sur le système éducatif malien. Voilà, les orientations des élèves admis au DF 2022 seront disponibles le mardi 1er novembre. L'ONG Direct Aid vient de faire don de vivres et de non-vivres aux déplacés des sites de Moutougula et de Bamako. Au total, 700 familles ont bénéficié de ces kits. Devenue une tradition, cette remise est la 4e du genre de la part de cette organisation humanitaire. Coût total de la donation, 136 millions de francs CFA. Inaba. 700 familles viennent de recevoir leur kit de vivres et de non-vivres de la part de l'ONG Direct Aid. Cette donation entre dans le cadre du plan stratégique de l'ONG Direct Aid, mais aussi du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Ibrahim Fagim, responsable section santé et aide humanitaire de l'ONG Direct Aid. On a déjà distribué à Hassan 650 kits, pareil. Aussi à Mopti, Siveri, vers 930 kits, pareil. À Djalasogo aussi, région de Banjangara, on a fait 740 kits. Et aujourd'hui, on a ciblé 700 kits dans le Grand Bamako. Le coût total de la donation dans toute l'année, c'est environ 136 millions de francs CFA, partagés en 4 phases. Et aujourd'hui, on est à la 4e phase, la dernière phase. Cette opération de distribution de kits aux déplacés des sites de Moutougula et de Bamako n'est pas une première de la part de cette organisation. C'est pourquoi l'ONG réaffirme sa détermination à assister les couches vulnérables. Bina Doumbia, premier adjoint au maire de la commune rurale de Moutougula. Je suis très content. Les bénéficiaires de ces kits étaient dans le besoin. Ils avaient des difficultés à joindre les deux bouts. Le temps était dur. Cheikh Abdelkader Kone, représentant du directeur général de l'administration du territoire. Les heureux récipiendaires qui viennent de bénéficier de ces différents kits alimentaires viennent de la région de Mopti. Ce sont des déplacés. Je crois que d'autres activités sont prévues pour venir toujours en aide aux personnes vulnérables. L'ONG Direct Aid est implantée au Mali depuis plus de 30 ans. Elle est financée par le contribuable coïtien. Direct Aid évolue dans plusieurs domaines tels que la santé, l'éducation, l'hydraulique et le parrainage de 1500 enfants orphelins. Radio Mali à Mopti et environ 94.4 MHz en FM.
Direction Mopti, 2 ambulances médicalisées pour les districts sanitaires de Badiangara et Djenné, un important lot de matériel et d'équipements médicaux pour les 8 districts sanitaires et ceux de la garnison de la 6e région militaire. Et également un geste de solidarité en faveur des victimes des inondations dans le cercle de Djenné. Ces appuis s'inscrivent dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Dora Diakité. Le système de référence évacuation des districts sanitaires de Bandiagara et Djenné est désormais renforcé à travers l'acquisition de 2 ambulances médicalisées flambant neufs, des équipements et matériels médicaux pour les 8 districts sanitaires et les garnisons de la 6e région militaire. Le geste de solidarité s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Assa Badialo Touré, conseillère spéciale du président de la transition. Nous sommes au mois d'octobre, le mois de la solidarité. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, en a fait son quotidien depuis qu'il a prêté serment le 21 juin 2021. Pour cette donation, il y a des vivres et des non-vivres. Il y a des appareils d'échographie, il y a des stérilisateurs, il y a des respirateurs et j'en passe. Redouane Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. La solidarité du président de la transition s'exprime aussi à travers le commissariat à la sécurité alimentaire qui met en œuvre chaque année un plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. Et cette année, le commissariat à la sécurité alimentaire met en œuvre des distributions alimentaires sur l'ensemble du pays pour 34 147 tonnes. Sur les 34 147 tonnes, l'ancienne grande région de Mopti, qui comprend aujourd'hui Mopti, Bandiagara et Douanza, bénéficie à elle seule de 11 647 tonnes. Et les autorités régionales et locales de saluer les gestes à sa juste valeur. Hassana Arma, préfet du cercle de Djenné. Aujourd'hui, le président de la République, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, nous fait don d'une ambulance. On ne peut que le remercier, de dire merci au nom de toute la population du cercle de Djenné. Nous sommes très satisfaits. Aussi, 150 tonnes de riz, des pâtes alimentaires, de l'huile, un groupe motopompe et des kits scolaires ont été offerts aux populations des localités victimes des inondations. Mopti, Daouda Diakité et Suleiman Tebsougué pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières. Les forces armées burkinabé lancent la mobilisation populaire pour faire face aux groupes armés terroristes. Un recrutement de 35 000 volontaires pour le compte des communes du pays et de 15 000 volontaires pour la brigade de veille et de défense patriotique est en cours. Des volontaires qui seront formés et mis à contribution dans le cadre de la lutte bien sûr de la lutte antiterroriste. La création de cette brigade avait été décidée au cours d'un conseil supérieur de la défense sous l'ancien président, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damimba. Au Tchad, après la répression des manifestations du 20 octobre, le gouvernement a fait un geste en faveur de la population en repoussant l'entrée en vigueur du couvre-feu à compter du mercredi 26 octobre. Au lieu de 18h, il est désormais en vigueur à partir de 22h et jusqu'à 6h du matin. Une décision espérée, mais les Djaménois demandent plus. Les juges de la Cour constitutionnelle centrafricaine gardent encore le silence après que le président Faustin Archange Touadéra a décidé par décret d'investir la présidente de la juridiction, Danielle Darlan, alors que l'opposition conteste la légalité de ces actes forts. De nombreuses questions et d'incertitudes sont soulevées autant sur le plan juridique que politique. 7h passées de 13 minutes. À présent, la page sport. Compétition. Champion d'Europe, la 5e et l'avant-dernière journée a pris fin hier. En basketball, le Stade malien de Bamako jouera la phase élite 16 de la Ligue africaine à Abidjan, Côte d'Ivoire. En handball, challenge, bien sûr, Trophée Guinée 2022. La compétition est en cours et le Mali participe, bien sûr, à cette compétition. Sur le continent, la finale de la CAN de Big Soccer se jouera demain vendredi. Le point de la page sport avec Abdul Karim Kaba.
Football éliminatoire, CAN des moins de 23 ans au compte du match retour. Après le nul de d'aller 1 but partout, le Mali reçoit le Rwanda. C'est samedi au stade du 26 mars de Irimadjo. Une rencontre dont le coup d'envoi sera donné à partir de 17h. C'est l'avant-dernière étape qualificative avant la phase finale qui se tiendra au Maroc en 2023. Signalons que les 3 premiers de la phase finale se qualifieront pour les Jeux Olympiques Paris 2024. CAN Beach Soccer, l'Égypte et le Sénégal est l'affiche de la finale prévue demain vendredi. En demi-finale, les triples tenants du titre, le Sénégal a éliminé le pays hôte, le Mozambique, score final 3-2. Les Lions affronteront vendredi en finale l'Égypte. Éliminé en phase de groupe de la précédente édition par le Maroc, les Pharaons ont pris leur revanche en s'imposant 5-4. Les Égyptiens se qualifient pour la Coupe du Monde 2023 de beach soccer, la première de leur histoire. Handball Challenge Trophée Guinée 2022, la compétition est en cours. Le Mali participe en cadet et junior. Première victoire pour les cadets maliens. Après leur défaite contre la Sierra Leone mardi, les cadets maliens se sont rachetés hier en battant la Guinée-Bissau par un score de 37-25, comptant pour la deuxième journée de la phase de poule. En ce qui concerne les juniors, les Maliens ont battu la Guinée-Bissau 39-23. Au programme cet après-midi, chez les juniors, le Mali affronte la Guinée à partir de 16h. Et pour les cadets, le Mali sera face au Cap-Vert à partir de 14h. Basketball, le Stade Malien de Bamako jouera la phase élite 16 de la Ligue africaine des champions. La compétition est prévue du 15 au 20 novembre prochain à Abidjan en Côte d'Ivoire avec 8 clubs. À l'issue de cette seconde phase éliminatoire, les 3 meilleurs clubs accéderont directement à la phase finale de la Ligue africaine des champions de basketball. Ils rejoindront le Pedro de Luanda, l'US Monastir, Zamalek qualifié d'office. Football en Europe avec la Ligue des Champions, la 5e et l'avant-dernière journée a pris fin hier. Entre autres résultats, dans le groupe C, le FC Barcelone est éliminé de la Ligue des Champions en phase de poule pour la deuxième année consécutive. L'Inter Milan n'a pas fait de cadeau à Victoria Pilsen, battu par 4-0. Le FC Barcelone chute 0-3 devant le Bayern Munich. Dans le groupe D, tout se jouera lors de la 6e journée. L'Olympique de Marseille s'est incliné à Francfort et tombe à la 4e place du groupe D. Dans l'autre rencontre du groupe, Tottenham et Sporting ont fait match nul, 1 but partout. Au classement, Tottenham est en tête avec 8 points. Sporting Club et Francfort ont chacun 7 points et Marseille ferme la marche avec 6 points. Dans le groupe B, victoire à l'extérieur du FC Porto 4-0 devant Club Bruges. L'Atlético Madrid et Bayer Leverkusen ont fait match nul, 2 buts partout. Ça passe donc pour le Club Bruges, premier avec 10 points et le FC Porto 9 points. Pour le moment, avant la dernière journée, 12 formations sont qualifiées pour le 8e de finale qui sont Chelsea, Manchester City, Bayern Munich, Naples, Liverpool, Club Bruges, FC Porto, Inter Milan, le Paris Saint-Germain, Benfica, le Real Madrid et le Borussia Dortmund. À présent, la leçon de sport pour terminer. La leçon de sport de ce jeudi porte sur le bras de fer sportif. Bien qu'étant une activité millénaire, le bras de fer en tant que sport est très récent. En effet, il a été codifié et organisé récemment. La Fédération mondiale de la discipline a été créée en 1977. Cette discipline s'adresse à tous. Elle se pratique aussi bien du bras droit que du bras gauche. Isaac Tchenou nous en parle. Le bras de fer sportif est un sport de force, mais aussi celui de combat. Il renforce le corps dans son ensemble. Les qualités développées sont l'explosivité, la force et la résistance. De par sa pratique en e-sport, tout comme valide, le bras de fer sportif est universel et pratiqué partout. Par définition, le bras de fer invite au tirage. Daouda Ndiaye, président de la Fédération de bras de fer au Mali, précise. Le bras de fer, par définition, quand tu regardes, c'est des épaules jusqu'au niveau de la main. Arm wrestling, parce que la langue officielle, c'est l'anglais. Donc, arm wrestling, ça veut dire combat de bras. Sinon, le bras de fer, par définition, c'est le tirage. On dit combat de bras, mais il s'agit de tirage. Quand on te pousse, il faut tirer. Quand on te tire, il faut pousser. Le bras de fer sportif renforce le corps dans son ensemble. Il se pratique sur une table conçue en respectant des normes. Tamarine, ça a été conçu pour des hommes normaux. Donc, les dimensions, là, on ne les a pas choisies au hasard. On s'est dit que voilà, compte tenu de la taille, du poids et de la force
d'un homme normal, voilà les dimensions que nous pouvons retenir pour minimiser les risques d'accident. C'est ça la biomécanique. L'interaction des forces par rapport aux hommes normaux. Et c'est sur la base maintenant de cette biomécanique maintenant que la table a été maintenant conçue. Des orteils jusqu'au niveau de la hanche. Normalement, ça doit faire à moyenne 1 mètre et quelques. Que ce soit les entraîneurs ou que ce soit les arbitres, les gars doivent connaître à peu près, si tu veux, les dimensions réelles de la table. Et pourquoi les assiettes sont disposées comme ça, pourquoi les coussins de toucher sont disposés comme ça, voilà, et pourquoi les poignées ont été installés de cette manière. Ça c'est très important. Pour ce qui est de l'entraînement, il faudra connaître les muscles et les os. Le renforcement musculo-tendineux est indispensable, mais l'entraînement en situation à la table reste le plus important, nous dit Daouda Diaye. Tout le monde sait qu'un ferriste s'entraîne dans l'ordre de 45 degrés fermés, ouvert maximum 90 degrés, mais jamais 180 degrés. Que ce soit en termes de soulever les haltères, que ce soit en termes de pompage ou bien de traction, tout le monde doit connaître ça. On sait qu'on doit travailler les doigts, on sait qu'on doit travailler le poignet et on sait qu'on doit travailler la main. Et on sait qu'on doit travailler le bras. Donc il faut travailler le bras. Mais il faut travailler le bras, mais de manière très intelligente. Le bras de fer sportif développe le respect et l'humilité, ainsi que le partage et la fraternité. Chronique judiciaire. Suite et fin de notre série de numéros consacrés au régime matrimoniaux, célébré officiellement un mariage d'un homme qui avait déjà contracté une première union sous un régime monogamique devient de la bigamie où une femme mariée à deux hommes, un fait contraire à nos valeurs et puni par la loi malienne. Adama Djimde. Le régime matrimonial, polygamie ou monogamie, est constitué par un ensemble de dispositions légales ou conventionnelles qui règle les rapports patrimoniaux entre époux. Pour les couples qui optent pour la monogamie, cela veut dire que l'homme, au regard de la loi, doit se limiter à une épouse. Mais dans la pratique, certains tentent de faire autrement à l'insu de la femme, occasionnant du coup des procès. Samake Oumou Alkarignare, présidente du tribunal de grande instance de la commune 2. C'est prévu par le code pénal, on est obligé de poursuivre. En général, comme ce sont des cas qui restent souvent dans la famille, donc le procureur qui est en général en charge le dossier, essaie de concilier les points de vue pour que ça n'aille pas au jugement. Si cette tentative échoue, le procès devient inévitable. C'est en connaissance de toutes ces conséquences que les maires anticipent pour poser une série de questions aux nouveaux mariés. Oumou Alkarignare, présidente du tribunal de grande instance de la commune 2. Une fois que c'est fait, normalement, l'officier d'état civil même qui célèbre le mariage risque la même peine que l'époux qui a commis cette infraction. Parce que justement, l'officier d'état civil doit prendre toutes les précautions d'abord pour savoir si réellement il est marié sous le régime de la monogamie ou bien de la polygamie. C'est pour ça qu'en général, les officiers d'état civil prennent tout leur temps pour demander aux époux « Est-ce que vous avez déjà fait un mariage ? Est-ce que vous avez d'autres épouses ? Est-ce que si c'est le premier mariage, est-ce que réellement vous avez convenu d'aller sur le principe de la polygamie ?» Les officiers d'état civil savent ce qu'ils risquent en procédant à un mariage qui est déjà nul parce que même si eux ils célèbrent, ce mariage est nul et non avenu. En plus du fait que c'est une infraction, la bigamie, et qu'eux-mêmes sont susceptibles d'être poursuivis. Vouloir célébrer un tel mariage expose juridiquement le maire et le marié à des poursuites judiciaires préjudiciables à leur réputation. 7h passées de 22 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousséini Tunkara. Alou Koulibaly a assuré la connexion technique, une édition coordonnée par Bourama Traoré, et Aziz Koulibaly a assuré la mise en ligne. Merci pour votre fidélité, que le bon Dieu nous assiste.